Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, aujourd'hui j'ai reçu Carole dans cet épisode. Carole, elle est naturopathe, mais elle t'expliquera mieux elle-même ce qu'elle fait. Dans cet épisode, je te le dis tout de suite, j'ai été plutôt bavarde. Mais c'était une conversation riche qui m'a beaucoup plu et j'espère qu'elle te plaira autant. On a parlé avec Carole de la santé mentale, de la force des exercices qu'on peut faire pendant nos thérapies. J'ai partagé une partie de mon expérience au FRAT. Tu comprendras ce que c'est en écoutant notre conversation. Elle l'a partagé avec moi ce que c'était que vieillir en ce moment pour elle, tout en se sentant rajeunir. On a aussi parlé des clichés sexistes autour de la moto. Puis la conversation a évolué sur l'évolution du féminisme et de la place de la femme, finalement, depuis des décennies dans notre société, pour ensuite parler de médecine de genre. Et c'est là que j'ai encore pris la parole pour parler de mon diagnostic de l'endométriose. C'était un moment fort pour moi de partager ça dans le podcast et c'était pas du tout prévu de le faire dans cet épisode avec Carole. Mais après la réécoute lors du montage, je me suis dit que c'était important de bien te le préciser dans l'introduction de cet épisode. Si toi aussi, tu fais partie des endo-girls ou que tu connais quelqu'un qui en fait partie, peut-être que ce témoignage pourra te faire du bien ou peut-être qu'il pourra te faire te sentir un peu moins seule, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très très heureuse de te présenter cet épisode et cette conversation. Avant de retrouver la conversation avec Carole, je voulais te rappeler que tu peux encore t'inscrire pour les ateliers Happy New Year, l'expérience qui te fait terminer l'année en feu d'artifice. Ça se passe ce week-end 16 et 17 décembre pendant 2 ateliers collectifs sur Zoom. Mais qu'est-ce que c'est concrètement si jamais tu ne connais pas du tout et que tu m'as jamais entendu en parler? Avant les ateliers, tu as accès à cette capsule audio pour t'accompagner à débuter ton introspection et ta rétrospection, ainsi qu'un support pour prendre le temps avec toi-même de te poser les bonnes questions. Puis durant les ateliers, on remplira 2 cahiers, l'un pour faire le bilan de ton année 2023 et l'autre pour préparer ton année 2024 avec les meilleures décisions pour toi. Ces ateliers, ils sont ouverts à tous, peu importe ton métier ou ta situation du moment. Je les ai créés l'année dernière pour t'accompagner à kiffer ta fin d'année et ton début d'année, pour savoir d'où tu viens et où tu vas, pour te sentir satisfait ou satisfaite, pour être fier de toi et célébrer toutes tes victoires et préparer tes prochaines. Bien sûr, je suis là tout le long pour t'aider à répondre aux questions et pour répondre à tes questions si toi tu en as. J'anime l'atelier aussi grâce à des exercices de visualisation, de respiration et de mouvement, histoire que ce soit un vrai moment de bien-être pour toi. J'ai tellement hâte d'y être et j'espère pouvoir t'y retrouver. Rejoindre les ateliers Happy New Year, c'est offrir un cadeau à toi-même avec des bénéfices qui vont te suivre pendant 1 an, voire même plus. Tu retrouves le lien pour t'inscrire dans les notes de l'épisode et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser sur Instagram. Je te souhaite une très belle écoute. Hello, aujourd'hui je suis avec Carole. Carole que j'ai rencontrée une fois dans ma vie. On a mangé une crêpe ensemble à Saint-Étienne, dans ma crêperie préférée de Saint-Étienne. Et aujourd'hui on se retrouve plus d'1 an après pour enregistrer cet épisode de podcast. Comment ça va Carole? Eh ben, écoute, ça va. Déjà, ça commence mal parce que tu dis que je mange des crêpes alors que je suis naturopathe, quoi. Je plaisante. Au contraire, c'est bien. Et puis elles étaient pleines de sucre, hein, ces crêpes, hein. Mais carrément, mais elles sont juste énormes, quoi. Je me souviens plus du nom du... C'est chez Jeannette, Voilà, c'est centre-ville de ça. Saint-Étienne, place Jean Jaurès. Voilà, je balance l'adresse. Allez manger des crêpes là-bas. C'est y retourner, j'y suis retournée du coup, mais je connaissais plus le nom, tu vois. Ouais, très très bonne crêpe.
Et je vis plus à Saint-Étienne depuis 1 an et demi et pourtant, j'ai toujours ça en tête, ces crêpes. Prochaine fois que je vais rendre visite à ma sœur, c'est le premier arrêt goûter. Excellent. Mais merci beaucoup. Eh bien, je t'en prie, je te laisse te présenter comme tu en as envie pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ah, pour les personnes qui me connaissent pas, donc déjà à ma voix, j'espère qu'ils ont compris que j'étais une femme. Une femme qui commence à vieillir sur le papier, mais pas dans la tête, j'ai l'impression. Dans la tête, c'est un peu l'effet inverse qui se passe, mais c'est plutôt sympa. Je vais peut-être me définir par ce qui prend le plus de temps dans une semaine, c'est peut-être mon travail. Donc, je suis naturopathe, je l'ai déjà dit juste avant la crêpe. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des problématiques féminines et des couples infertiles. Donc ça, c'est mon travail de cœur. J'étais avant dans les ressources humaines, mais c'était avant comme dit la pub. Et, euh, et du coup, ben, en dehors de ça, voilà, je suis une femme complètement normale qui mange des crêpes, qui a des enfants, qui essaye de s'en occuper le mieux possible, et puis qui aime beaucoup marcher dans la nature, récolter des trucs dans la nature et les manger, et puis quand elle va bien et quand elle va pas bien, c'est marrant, ça sert à toutes les sauces, prend sa moto et va faire des kilomètres. Et ouais, je t'imaginais pas sur la moto, en mode, T'as vu ça je un prends peu? la route. Ouais, je t'imaginais pas du tout. Et bah, Ouais. j'adore. Ce qui montre bien qu'on a plein de facettes, plein de visages. Mm. Et c'est sympa, justement, comment tu t'es présentée, parce que t'as un petit peu pioché dans toutes ces facettes, tous ces visages. Donc, merci beaucoup. Ouais, on est multifacette en fait, hein. Oui, totalement. Et puis, moi, j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant, quelle facette, à quel moment est-ce qu'elle se révèle et face à qui? Bah oui, alors bah justement, c'est rigolo. Je peux? Ouais, je peux. Bien sûr. Euh, quand il y a plus de 10 ans, parce que j'ai vu ça hier, il y a plus de 10 ans, en fait, je suivais des cours de croquis, carnet de voyage parce que, je trouve ça trop beau et cetera avec l'aquarelle, faire des petits croquis quand on est en vadrouille et j'ai complètement laissé ça de côté et en fait, j'ai eu un petit épisode de stress là, de montée en pression avant cette semaine de vacances et d'habitude, je bosse, quand même pendant les vacances, mais là, j'ai dit à ma fille que bah, elle allait rester avec moi à la maison, on allait trouver des activités. Il fallait quand même que j'ai des petits moments pour faire le minimum syndical au boulot. Et en fait, moi, j'avais pensé à des activités avec elle et on a fait de la peinture aquarelle. J'ai ressorti tout mon matos et c'est reparti et ça me déstresse un max. Trop C'est cool, bien. hein? Ouais, c'est trop cool. Et ce que je Ouais, trouve intéressant, c'est que c'est passé par le fait que tu voulais occuper ta fille. ouais, clairement. C'était pour elle et en fait, j'ai kiffé. Je sais que ça se dit plus chez les jeunes, hein, mais bon, voilà. J'ai carrément kiffé. Alors elle a été hyper heureuse. Enfin, c'était vraiment un moment de connexion toutes les deux là. C'était fort comme j'ai eu des câlins toute la soirée après. Ah, trop bien. Et surtout, bah, ça vous crée, un nouveau rendez-vous, quelque chose que vous pouvez partager ensemble et en plus C'est peindre, ça. c'est une manière de s'exprimer. Parfois, quand la conversation, elle est difficile à avoir, on peut se dire: «Bon, OK, bah, tu arrives pas à me dire les choses, viens, on va peindre, on va le Ouais, peindre». ouais. Puis c'est aller aussi au-delà parce que souvent elle a un âge où quand elle arrive pas direct, elle s'énerve. Tu vois, elle dit ouais mais toi quand tu fais c'est mieux. Je fais ouais mais moi j'avais l'expérience avant toi. Enfin, je suis pas arrivée du premier coup non plus. Là, on était toutes les 2 au même niveau et on a pris, tu vois, un tuto sur internet toutes les 2 et puis, la règle, c'était si on n'y arrive pas, c'est pas grave, quoi et du coup, on a vraiment, vraiment apprécié le moment, le partage et le lendemain, en plus, je l'ai entendue parce qu'elle en a refait toute seule dans son coin et je l'ai entendue toute seule en disant, «Ouais, bon là, c'est pas top, on va améliorer ça, puis de toute façon, c'est bien de se tromper». C'est cool. C'est bien de se tromper, c'est ça que tu as dit? Ça a un peu Ouais, résonné. Ah, ouais, c'est super comme phrase. ouais. Est-ce que c'est toi qui lui as dit ou qui le dit? Non, c'était dans la vidéo, la fille qui faisait le tuto, elle a dit, «Si ça ressemble à rien, c'est pas grave, si ça dépasse, c'est pas grave» et j'adore cette approche-là, quoi. Donc du coup, elle qui colorie tout le temps dans les traits et tout, je dis: «Vas-y, dépasse, c'est trop beau». Ça, en vrai, c'est un vrai sujet de colorier en dehors des lignes
Ah beh, clairement. et de se tromper, en fait, quand on apprend quelque chose de nouveau et de faire quelque chose de moche quand on est en train d'apprendre et de Mmh, dédramatiser ce truc-là et je pense que quand bah, à l'école classique, dans les activités habituelles, bah, c'est pas du tout le cas et on clairement. dédramatise pas ça du tout. Bah, ouais, ouais, c'est clair et ça, je me souviens, je l'avais travaillé en psychothérapie. Ma psy, elle est juste géniale, et en fait, je suis du genre à bien rester dans le cadre, à être, la bonne petite élève et cetera et un jour, elle m'a bandé les yeux et j'ai pas vu ce qu'elle avait fait, mais je l'ai compris après. Elle a délimité un espace de son cabinet avec des coussins et cetera et en fait, elle m'a mis au milieu, puis elle m'a dit: «Vas-y, dépasse-toi» et dès que je sentais une limite, tu vois, j'arrivais pas à la dépasser et on a travaillé jusqu'à ce que j'arrive à la dépasser. C'était énorme cet exercice et depuis, je dépasse. En fait, l'exercice, ça a été une mise en situation corporelle, dans l'espace, dans son cabinet, du fait que dans la vie, il y a des règles, on est d'accord, mais Mmh. dans la vie, on peut aussi sortir du cadre, pour être soi, tu vois? Et Totalement. elle avait juste, mis des gros coussins, des boudins et cetera pour faire comme un carré au sol et elle m'a mis physiquement au milieu de ce carré et moi j'avais les yeux bandés, donc j'avançais à tâtons et bah, j'arrivais, vers un boudin et je me disais: «Oh, oh, oh, bah, je peux pas aller plus loin» et l'exercice, ça a été de marcher sur ce boudin et d'aller plus loin que ce boudin, tu vois? Même si tu avais les yeux, Les yeux clos fermés. et que donc tu allais vers l'inconnu et que tu pouvais te Exactement. manger le sol parce que tu allais trébucher, en fait. C'est ça, c'est ça et c'était juste énorme de vivre ça, mais ça m'a enfin, tu vois, ça vaut, 4 séances de psy classique, en fait. Je suis assez d'accord parce que moi aussi j'ai vécu des séances de thérapie, avec des mises en situation corporelles comme ça et je m'en rappelle encore et c'est vraiment, c'est comme si on fait des bonds de géant. Ah bah, Bon alors clairement. on verbalise, hein, on finit par verbaliser, dire Oui, les choses, mais c'est vrai qu'en fait d'un coup ça nous fait changer les lunettes et moi il y avait quelque chose qui me travaillait, qui me mangeait et qui m'empêchait, beaucoup de choses et je me rappelle avec ma thérapeute, pareil, on a fait, de la mise en situation. Alors ça se mélange un petit peu parce qu'on en a fait tellement, elle adore tellement travailler avec ce genre de choses, qu'on en a fait beaucoup. Mais il y avait quelque chose, il fallait que je casse, en fait, des structures. Et moi, dans mon esprit où quand c'est construit, en fait, c'est dur pour moi de de le briser et du coup, j'ai du mal à considérer, que je peux, tout détruire pour recommencer à zéro. C'est vraiment quelque chose c'est extrêmement dur pour moi. Que là, du coup, il y avait cet exercice et surtout, c'était de venir, en fait, casser à la base directement et accepter que tout s'écroule au-dessus et tout tombe au-dessus et casser à la base qui était plus saine pour moi, en fait. ah ouais, non, mais c'est énorme. Et ah ouais, c'est énorme, c'est énorme Mmh. et encore aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais peut-être encore besoin de refaire cet exercice. Faudrait que je retrouve des Ouais, caplas et que je le fasse. mais ce qu'il y a, c'est que tu as l'expérience et en fait, c'est ce que tu dis, on fait des bons énormes parce que c'est pas ton cerveau qui est en train d'analyser, là, c'est ton corps et tes cellules qui le vivent et tu dis: «Ah OK, d'accord, OK, on peut». OK, ça change la perspective, c'est cool. On peut, c'est parti, quoi. C'est chouette. Tellement et puis ça permet, bah, justement d'avoir des allégories, Mmh mh. beaucoup plus simples aussi à s'expliquer. Ouais, En fait, ouais, ouais. voilà, cette problématique que j'ai justement à avoir du mal à détruire et en même temps avoir un caractère et des idées, qui font que j'ai tout le temps envie de faire de nouvelles choses et que ce que j'ai fait avant me paraît toujours, bah, déjà obsolète et donc j'ai envie de faire de nouveau, sauf que je n'accepte pas forcément de détruire ce qui a été fait avant, pour pouvoir faire ce nouveau. En fait, j'accumule des idées, des choses et en fait, je laisse pas d'espace à la nouveauté et en même temps, bah, du coup, j'ai aussi parfois du mal à solidifier ce qui a déjà été fait et je vais chercher toujours le nouveau. Donc ça, quand tu es entrepreneur, j'ai heureusement que je l'ai bossé parce que ça a failli me causer vraiment quand même, beaucoup de difficultés et ça m'en a causé quand même. Mais c'est vrai qu'en fait, de pouvoir avoir cette image-là et de pouvoir le construire de cette façon, bah, en fait, voilà, si je sens que je suis bloquée à cause de ça, je peux refermer les yeux et voir ma tour qui s'écroule parce que je vais lui donner un gros coup, parce que je lui ai envoyé un gros coup dans la base, en fait et que je suis capable de le faire et que j'en ai la capacité. Ouais, bah, c'est clair, c'est énorme comme expérience parce que, bah, comme tu le dis, ça te reste tout le temps, en fait.
où tu peux t'y référer et tu te dis: «Ouais, non, mais je peux le faire, je l'ai déjà fait, c'est pas dangereux. C'est bon, on teste, quoi». Tellement. Ou comme l'exercice où tu jettes quelque chose sur, Mmh. une représentation écrite et tu Ouais. vas jeter du coup pour partager ta colère, pour la libérer et ça, c'est quelque chose que je partage à mes coachés en atelier pour, la culpabilité. C'est: «On va Ah, jeter des clair. chaussettes». C'est propre, hein. Ou des sales si on veut vraiment visualiser le truc qui pue. Mais, Ouais, mais oui, en fait, je leur dis: «Vous mettez vos chaussettes en boule sur un mur qui est vide, pas de danger et qui donne pas chez le voisin quand même. On jette ces chaussettes et en même temps, on essaye d'exprimer, de verbaliser». Parfois, c'est très dur de verbaliser parce qu'en fait, on se sent bête, mais rien que le fait de les jeter, en fait, on se libère de la colère. Petit rappel, la culpabilité vient de la colère qu'on se renvoie envers soi-même. Épisode de podcast, numéro 32 si je dis pas de bêtises, excellent. où, je parle de la culpabilité, si tu as Mmh. envie d'aller écouter ça Ouais. et donc oui, vraiment tous ces exercices où on vient se mettre en situation comme je te disais, je pense que c'est hyper puissant. Après à pas Mmh. faire n'importe comment, à se faire entourer et puis Oui, à comprendre aussi, cette métaphore, pas simplement être là, jeter des chaussettes et dire: «Bah, pourquoi je fais ça?» oui, s'il y non, a mais pas c'est clair, d'intention derrière, faut pas le faire juste pour le faire. Il y a vraiment un objectif derrière, c'est cadré, c'est réfléchi aussi, mais franchement, ce genre d'approche, je la trouve géniale et je rejoins ce que tu disais au tout début, c'est que notre système, éducatif, scolaire et cetera, il va pas du tout dans ce sens-là. Bon, après, je comprends qu'il faut un cadre, il faut tenir les classes et cetera, mais quand même, quoi. Enfin, tu vois, on apprend plein de choses, on se met dans des cases pour, venir après, enrichir nos psychothérapeutes, mais c'est très bien aussi quelque part à casser ce qu'on nous a donné, quoi. bah, nombre de psys qui payent leurs factures à cause des traumas scolaires et de la phobie scolaire, je pense que ouais, le système scolaire, il fait des belles carrières de psychothérapeute, hein, et Bah, de c'est clair, ouais. pédopsychothérapeute. Ouais. Je veux pas la fin des psychothérapeutes, ils sont très utiles, hein, Bien sûr, clairement, ça m'a sauvé la vie à un moment, à plusieurs moments même. Hem, mais mais bon, que ce soit sur d'autres choses que le système scolaire, quoi. c'est sûr. On a suffisamment de choses difficiles qui peuvent nous arriver dans la vie que d'être traumatisé pour nos 18 années, au moins, dans le système scolaire, quoi. Ouais. Bon, on va peut-être pas ouvrir le chapitre de Non, l'éducation et du système scolaire. Je pense qu'on aurait beaucoup à dire. ouais, c'est bon, on en a pour 3 jours là. Ouais, mais on va rester peut-être sur cette idée par contre de la santé mentale, de ton état mental, Oui. enfin du tien ou ceux des autres. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui te tient assez à cœur, c'est justement la santé mentale. Est-ce que tu Ouais, as en ce envie moment, d'en parler un petit peu? ouais, carrément, en fait, j'ai découvert ça au début de cette année-là, on est en fin oui, on est décembre 2023 et du coup, j'ai découvert ça, peut-être en mars, février peut-être plutôt. En fait, c'est parti de plusieurs contextes que j'ai rencontrés en cabinet, quand je reçois mes clients et j'ai remarqué que j'avais un peu plus fréquemment des clients qui étaient soit, carrément en dépression ou qui présentaient des troubles anxieux ou voilà, qui étaient pas bien. Je me disais: «Bah mince, enfin, il y a un moment, ouais, je suis naturopathe, mais c'est enfin, j'ai pas les compétences pour accompagner ça, toute seule et cetera. Moi, je veux bien en complément, justement». Et un jour, en fait, j'ai une cliente qui était, déjà venue, donc c'était un rendez-vous de suivi. Elle a pas pris ce rendez-vous pour ça, mais le jour où elle est rentrée dans le cabinet, elle était en crise suicidaire. Mais clairement, hein. Donc là, elle était en train de me dire qu'elle voulait se foutre en l'air, comme on dit. Donc là, bah, ça a mouliné quand même, dans ma tête et je dis là: «OK, donc il faut gérer et en même temps, je ne suis pas préparée à ça. Je ne suis pas formée à ça». Dans ma formation de naturopathe et je pense que dans la formation de plein de thérapeutes aujourd'hui, que ce soit réflexologue, sophrologue, tout ce qui existe aujourd'hui, on n'est pas formé à faire face à ce genre de situation. Donc bon, j'ai fait face, j'ai géré comme je pouvais, j'ai appelé après, une psy pour savoir si ce que j'avais fait, n'avait pas enfoncé, ma cliente, mais au contraire, voilà.
parce que j'ai vraiment cru qu'elle allait se jeter dans le fleuve en sortant du cabinet. Vraiment. Bon, tout est bien, hein, elle est toujours en vie, elle est super, etc. Elle a eu mais je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible de rester là-dedans». Donc j'en ai parlé à une collègue qui m'a mis sur une piste, la piste des premiers secours en santé mentale. Donc je me suis renseignée et effectivement, aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays, dans le monde, on peut passer son brevet de secourisme en 1er secours en santé mentale. Donc je l'ai passé en avril, c'est 2 jours de formation où il est pas du tout question, d'être capable de diagnostiquer et cetera, juste de repérer, en fait. Repérer, alors on balaye pas mal de troubles, qui vont donc que j'ai dit tout à l'heure, hein, de la dépression aux troubles anxieux, aux troubles, schizophrènes, bipolarité, des troubles du comportement alimentaire, les crises suicidaires, etc. Donc on balaye plein de trucs, plein de troubles comme ça, que ce soit hors crise ou en crise, pour pouvoir y faire face et accompagner. Et accompagner, c'est pas du tout aller soigner, c'est dire j'ai vu que tu n'allais peut-être pas bien, j'ai mes deux oreilles pour t'écouter. Et en même temps, bah, si tu me dis des choses qui confortent ce que je repère, j'ai des ressources à te donner pour te faire accompagner avec des professionnels et que tu le vives bien, quoi, que tu en sortes ou alors que tu vives avec ton truc de façon normale, j'ai envie de dire. Donc j'ai passé ce truc, mais c'est d'une humanité, ça remet du lien en fait entre les gens. Et la première fois que je l'ai utilisé en sortant de cette formation, c'est pas du tout en cabinet, c'est avec mes voisins. Tu vois, voilà, je m'y attendais pas du tout, mais je me suis sentie beaucoup plus légitime à juste y aller. Et c'était pas dans le mode reproche, c'était dans le mode je vois quelque chose. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez un espace pour en parler, etc. Ça m'a tellement plu que du coup, je me suis dit, ben, je vais me former pour former les autres. Donc j'ai passé tout le processus, bah, je te passe, il y avait 5 questionnaires, après il fallait que je développe, mon projet et cetera. Et puis après j'ai eu 5 jours de formation formatrice et je suis accréditée maintenant, formatrice PSSM. Mais et puis voilà, c'est en parallèle de mon activité de naturopathe, bah, c'est mon engagement citoyen que de diffuser ça et de former mes pairs, des professionnels, enfin tous ceux qui veulent en tout cas. Et ça me fait, ouais, j'ai l'impression d'avoir un bâton de pèlerin et de dire, en fait, on dit santé mentale, ça fait peur. Et je le vois bien hein, quand j'en parle dans les regards, il y en a, c'est un petit mouvement de recul, etc. Mais je suis nulle dans les chiffres, mais il me semble que c'est une personne sur 5, hein, donc c'est énorme. Et ça, enfin, faut arrêter de dire que ça fait peur, il faut dédramatiser, déstigmatiser, en fait. C'est pas forcément les fous qu'on voit dans les films, genre, au-dessus d'un micro, quoi. Oh là, la référence de film, là, j'ai perdu tous les jeunes, de moins de 40 ans. T'en fais pas, ça va bien se passer. Trop intéressant, mais incroyable. C'est bon, je vais me former. Tu m'as donné envie de faire cette formation. C'est typiquement ce que je recherche, en ce moment. C'est vraiment là, tu vois, quand on dit que, il y a pas de hasard et que, les informations arrivent sur notre chemin au bon moment, c'est typiquement ce que je recherche et c'est quelque chose qui m'appelle depuis qu'en fait, je suis revenue du FRAT en avril, dernier. C'est quoi le frat? Le frat, c'est donc le fraternel, c'est en fait un rassemblement de jeunes. Donc, c'est soit les lycéens, soit les collégiens d'Île-de-France. C'est créé depuis 1908, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a été créé en fait par des aumôniers et des prêtres qui avaient envie d'emmener leurs jeunes faire un pèlerinage qui leur ressemble. Trop bien. Donc, au fur et à mesure des décennies, ça a évolué. Aujourd'hui, à Lourdes, tous les 2 ans, c'est environ entre 6 000 et 8 000 jeunes lycéens qui Mmh. viennent faire leur pèlerinage à Lourdes. Ah Et en ouais. fait, on privatise l'immense basilique. Pour les personnes qui connaissent Lourdes, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous explique. Il y a une immense basilique qui s'appelle la basilique Pie X, qui est en fait quasi souterraine, entre grands guillemets, qui est immense et on la privatise du coup pendant une semaine pour le frat. Et donc, imaginez l'ambiance.
8 000 jeunes, 2 000 bénévoles sous Waouh! cette basilique avec de la pop louange à fond, une ambiance Excellent. de dingue, de la fumée, des jeux de lumière, de la musique à fond, une organisation par les bénévoles incroyable. Et en fait, c'est juste fou, c'est magique à vivre. Je l'ai vécu en tant que jeune, j'ai vécu les 2 frates, celui pour les collégiens, c'est celui, de Janville, ça s'appelle. Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont jeunes, qui sont, en Île-de-France, renseignez-vous si ça vous intéresse. Bien sûr, c'est un rassemblement chrétien, catholique, voilà. Mais ça va au-delà, en fait, vraiment de ça. Il y a Mmh. aussi des jeunes qui sont pas pratiquants particulièrement, qui viennent parce que leurs potes y vont, parce qu'ils sont dans un Mmh. lycée catholique, même s'ils sont pas, vraiment, pratiquants, qui vont pas, tous les dimanches à la messe. Moi, c'était pas mon cas quand j'y suis allée en tant que jeune et pourtant j'ai Mmh. vécu vraiment des expériences folles. Il y a Ah aussi des jeunes chouette. athées qui y vont, donc qui y croient pas spécialement, qui ont pas spécialement la foi, mais qui y vont et qui vivent une expérience folle pour tout un tas de raisons. Et Mmh. c'est vraiment des rassemblements magiques, magnifiques. Et je voulais faire un épisode de podcast pour en parler en détail, mais je me sentais pas prête. Mais vraiment, donc j'en parle là maintenant. Donc quand je suis revenue en fait de ce rassemblement donc en avril dernier, ça m'a fait énormément de bien pour tout un tas de raisons. Première raison, c'était la première fois en 2 ans que je déconnectais autant Mmh. du business. Mmh. Autant à ce point-là que j'y pensais très peu et en fait, j'ai déconnecté de toute ma vie. Pendant une Excellent. semaine, j'étais bénévole, donc en fait, j'ai déconnecté pendant une semaine et je pensais que à mon service, auprès des jeunes, à être présente, à faire ce que je pouvais. En plus, je suis tombée malade, donc en plus, c'était une catastrophe. Je suis vraiment tombée malade, mais très dur. Mmh. J'ai perdu ma voix, j'ai eu une Oh angine purée. blanche qui m'a fait Mmh. perdre ma voix très vite et pourtant j'avais plus de voix et je continuais à hurler parce qu'il faut hurler dans ce genre d'endroit pour se faire entendre et du coup, j'ai continué à tout donner alors que j'étais malade. J'aurais été dans le même état chez moi, j'aurais rien pu faire. J'aurais été au Ouais, fond de clairement. mon lit et Mmh. vraiment, mais j'aurais rien fait. Là, j'ai continué et bien sûr, en faisant attention à moi et à mon énergie, quand je pouvais plus et je le disais, je disais: «Là, il faut que j'aille me reposer» et c'est ce que je faisais. Et c'est pour ça, en fait, que c'est des événements qui te portent et qui te font énormément de bien parce qu'ils viennent chercher des ressources en toi que tu oublies dans ta vie quotidienne. Et donc bref, événement de fou et en fait, pendant le frat, il y a plein de, il y a plusieurs commissions. C'est là où on arrive par rapport à la santé mentale, je fais le lien. Il y a plusieurs commissions. Donc moi, pendant que j'étais, bénévole cette année, c'est la première fois que j'étais bénévole pour le frat, j'ai choisi d'être bénévole en tant que, supplétif, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on va mettre là où il y a besoin d'aide. Là où en fait on a besoin de bras, on a besoin de voix, on a besoin de personnes, c'est un peu la sécurité, c'est un peu la gestion de flux, c'est nous qui gérons en fait justement en fait, l'entrée et la sortie de l'immense basique. Imaginez, faire sortir 8 000 jeunes avec leurs accompagnements, faire sortir 9 000 personnes d'une basilique, il y a plusieurs sorties, plusieurs entrées, mais c'est du travail. Pour que tout le monde soit en sécurité, faire attention s'il y a un jeune ou une jeune qui fait un malaise à cause de la chaleur, à cause du monde, à cause du stress. On a fait ça du coup. L'année dernière, ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de frat à Lourdes à cause du Covid. Et vraiment, on a vu les jeunes marqués quand même par cette période du Covid, où c'était quand même très bizarre pour eux et très spécial pour eux de vivre ça. Pour beaucoup, ils n'avaient pas vécu le frat justement à Janville parce qu'il n'y en avait pas eu à cause justement du Covid. Donc pour beaucoup, c'était leur premier aussi grand rassemblement de leur vie. Même pour certains, ils n'avaient même pas connu les premières grosses soirées parce qu'ils étaient au fin collège en plein Covid, quoi. Donc en C'est fait, clair. c'était quand même très particulier aussi pour ça. Et donc il fallait gérer tout ça. Et qui est-ce qu'il y avait aussi comme commission? Celle de la commission écoute, les suites turquoises. Mmh. Et en fait, je suis revenue du frat avec tout ce que je sais en tant que coach, en tant qu'accompagnante du bien-être. Et je me suis dit, pour tout ce que j'ai pu voir et tout ce que les suites turquoises ont réalisé pendant une semaine pour les jeunes, ça m'a tellement remplie d'émotions et ça m'a tellement porté de l'espoir que je me suis dit, il faudrait avoir des suites turquoises dans la rue. En fait, cette commission, les suites turquoises, on devrait en avoir dans la rue. Et là, j'ai commencé à me dire, mais j'aimerais trop faire ça. J'aimerais trop pouvoir trouver un moyen d'être un suite turquoise dans la rue. Alors pourtant, j'étais même pas dans cette commission, mais je me suis renseignée pour pouvoir aller la faire dans des prochains frats.
Et en fait, j'ai discuté avec le responsable et celui qui forme et donc qui est psy et coach. Donc il avait cette double casquette, ce que j'ai trouvé super intéressant. Je me dis: voilà, les suites turquoise et coach aussi». Et en fait, ils ont vraiment pas la volonté de remplacer un psy ou de remplacer un prêtre. Parce que tu as énormément de prêtres qui sont déployés pour justement, tout ce qui va être, pardonner pour les péchés et cetera. Donc je vais pas rentrer dans ces détails-là évidemment. On pense ce qu'on veut de la confession. Certains prêtres sont géniaux et on sait que certains prêtres ne le sont pas du tout. Mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Enfin, moi, je n'ai pas le pouvoir pour y faire quelque chose là maintenant dans ma vie. Je ne vais pas mener ce combat-là. Euh, mais du coup, en fait, il venait en fait souvent, du coup, la commission écoute, elle est souvent là finalement un peu en premier rideau, en premier moment. Je vais essayer de parler à quelqu'un pour le jeûne. Donc, imaginez donc sous cette immense basilique, pendant les célébrations, on se baladait si tu te baladais dans les cursives, la belle célébration qui est le samedi soir à la fin de la semaine, il y avait toutes les personnes qui avaient un truc turquoise étaient prises par un jeûne. Tous les prêtres étaient pris par un jeûne. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Et, et là, je me dis, mais ces jeunes, ils ont besoin de parler, ils ont envie de se sentir mieux, ils ont envie de soulager des choses, ils ont envie de se sentir écoutés. Et quand j'en discute avec le responsable, il me dit, bah, j'ai fait plusieurs signalements près des personnes compétentes pour des enfants, des adolescents qui sont en danger. Et là, je me suis dit, ok, sans frate, qu'est-ce qui serait passé? Et avant du coup de venir en tant que bénévole au FRAT, on est obligé de faire une formation obligatoire qui est disponible sur Internet, qui est plutôt bien faite. Et quand l'Église catholique fait quelque chose de plutôt bien, je le souligne aussi, qui est plutôt bien faite et très actuelle pour justement prévenir et s'assurer qu'on n'est pas face à un jeune qui vit des violences. Ça peu importe le type de violence, mais surtout tout ce qui va être violence sexuelle. Et si ce jeune-là n'est pas en danger. Et justement, de pouvoir aller voir les personnes compétentes pour pouvoir le prévenir, le signaler et que tout soit bien pris en charge. Et du coup, pendant que j'ai fait cette formation avant de partir au FRA, je me suis dit, voilà, super intéressant. Et j'ai même appris des trucs pour ma vie quotidienne. Et c'est là, comme tu disais tout à l'heure, tu disais, mais trop important pour notre vie quotidienne et notre civisme de savoir ce genre de choses. Et j'ai vraiment appris des choses par rapport à la loi, savoir combien de temps, combien de temps après on peut porter plainte si on apprend qu'un jeune a vécu une agression, même si c'était il y a 5, 10 ans, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Qui est-ce qu'il faut aller voir? Qui est-ce qui dit un mensonge si quand on va le voir, il nous dit que c'est plus possible aussi? Parce que ça, on l'a entendu. Il y a beaucoup de témoignages dans des commissariats où on dit que c'est trop tard, alors que ce n'est pas le cas, etc., etc. Et tout ça, je me dis, ok, j'emmagasine des informations, c'est super important. Et aussi, avoir un rôle et une posture qui n'est pas celui du copain auprès du jeune, qui est adolescent, qui est mineur, mais avoir un rôle d'écoute. Et pas non plus un rôle où, en fait, ah bon, moi, je suis ton bon pote, dis-moi tout ce que tu as besoin de me dire, mais t'inquiète, c'est pas grave, ça reste entre nous. Non, par contre, s'il y a quelque chose de grave, en fait, il faut que le jeune soit conscient que tu peux aller qu'il peut venir te parler parce que tu pourras faire quelque chose. Le bon pote, il fait pas grand-chose et il Bah n'a non, pas oui. forcément. Et puis il est démuni aussi, il a pas forcément les compétences, Exactement. ouais. Mmh. Donc en fait, il y a tout ce rapport. Et donc là, vraiment, moi, j'y ai beaucoup pensé par rapport aux jeunes, par rapport aux personnes qui sont adolescentes et qui peuvent se sentir extrêmement seules parce que moi, j'ai vécu des moments dans mon adolescence où je me suis sentie extrêmement seule face à tout plein de sujets. Et avec ma santé mentale, c'était une cata, mais à l'époque, on en parlait mais pas du tout. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir quand même des parents qui ont été à l'écoute un minimum et qui m'ont permis d'aller voir une psy quand j'étais en quatrième. Et heureusement, enfin, sans ma psy pendant ces périodes de ma vie, mais je n'aurais pas pu continuer en fait. Je le sais, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a juste sauvé la vie. Et en fait, pour ça que j'en reviens à cette idée de je veux des suites turquoises dans la rue en fait. Et je trouverais ça génial comme idée. Bien sûr, ça demande
un travail faramineux, ça demanderait des ressources, ça demanderait des personnes bien formées, correctement formées, avec les épaules pour. Mais justement, quand tu viens sur Turquoise, tu fais une formation pendant plusieurs jours pour pouvoir bien écouter et bien écouter. Bien écouter. Monsieur Turquoise n'est pas là pour donner des conseils et pour dire Non, c'est accueillir. Mmh. exactement. Et après, conseiller s'il y a un besoin, une volonté, une demande de l'adolescent, mais dans la limite de ses connaissances et de l'écoute, en fait. Aussi, surtout, on en parlait dans un épisode précédent, que parfois, on a tendance à tout de suite vouloir passer en mode plan d'action quand quelqu'un nous parle de ses problèmes, alors que cette personne a juste envie d'être écoutée. Bah, d'abord, ouais, c'est clair, de déposer les armes, en fait, avant de se dire, «OK, je vais prendre quoi?» ou alors je vais me tourner complètement dans quelque chose de différent pour pouvoir faire face à ça, quoi. Non, mais c'est génial ce que tu dis et ça m'a fait penser que, PSSM France qui est le site qui donne ces formations, enfin, c'est pas le site qui donne ces formations, mais en tout cas qui forme les formateurs et puis qui centralise toutes les formations de premier secourisme. Ils ont développé un premier secourisme en santé mentale spécial jeunes pour les gens qui sont au contact des jeunes justement. Donc ça répond complètement à ton besoin. Mm. Je trouve ça super, super bien, franchement, mais je vais me former. Je pense que combien ça coûte et où est-ce qu'on peut se former? Dis-nous tout pour les personnes qui sont intéressées comme moi. Alors, combien ça coûte? Il n'y a pas de tarif fixé ou imposé, mais il y a comme un consensus pour 250 €. En grande majorité, quand tu vas sur le site, c'est 250 € pour les 2 jours, sachant que dans ces 250 €, il y a un manuel qui t'est remis durant cette formation et que tu gardes. Il fait plus de 150 pages de mémoire et il coûte 30 €. Donc en fait, la formation en elle-même coûte 220 €. Bon, après, je vais avoir un deuxième discours qui est ce que vous payez en fait à la personne, formatrice, coach, thérapeute, ou c'est pas ce qui va dans sa poche. Au passage, il y a l'État qui se sert allègrement et ensuite il y a un peu qui reste dans la poche. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc ça coûte environ 250 € à quelques dizaines d'euros près en fonction des personnes qui fixent des tarifs. Et ça dure 2 jours, 2 jours pleins. Ça peut être 2 jours consécutifs comme un jour puis un autre jour ou alors 4 demi-journées en fonction de la formule que le formateur a bien voulu mettre en place. Et en fait, il faut aller sur le site de PSSM France, donc Premier Secours Santé Mentale, PSSM, et France parce qu'on est en France. Et là, vous avez toutes les infos, me former, il y a tout le calendrier avec les régions, etc. Et tu trouves forcément une formation près de chez toi à la date qui te va, quoi. Donc, parce qu'ils recensent tout. En fait, tous les formateurs accrédités donnent leur calendrier de formation et c'est repris sur ce site. Et Donc, c'est super bien fait, c'est génial. bah ouais, ouais, franchement, c'est super bien fait. Et moi, ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas suivi une formation d'aussi bonne qualité. J'ai été bluffée. Mm. En 2 jours, enfin vraiment, ça donne vraiment envie. Et puis, Ouais, est-ce que c'est quelque chose vraiment uniquement axé pour les personnes comme toi et moi qui accompagnent, qui reçoivent de la clientèle? Ou c'est pas vraiment du tout. n'importe qui a un petit attrait pour mieux Mm. comprendre, tout Ouais, ça aussi, pourrait aller se former? tout le monde peut y aller. Faut avoir 18 ans. Mais tout le monde peut y aller. En fait, c'est le pendant des premiers secours physiques, en fait. Tu vois, on sait que les premiers secours physiques, tout le monde devrait être formé, pouvoir faire un massage cardiaque. Alors, j'allais dire un bouche à bouche, mais non, ça se fait plus, je crois. En tout cas, d'être formé à ces premiers secours physiques, t'as quelqu'un qui a un malaise dans la rue, etc. Et ben là, c'est pareil. La volonté, c'est parti d'Australie, en fait, de deux thérapeutes australiens. La volonté de ces fondateurs de ce mouvement-là, c'est que toutes les personnes soient formées à repérer dans leur entourage familial, amical, associatif, professionnel, quelqu'un qui va pas bien au bout d'un moment. Enfin, tu le sens se dégrader, se renfermer, etc. Et de pouvoir lui dire que t'es pas tout seul
et avant d'être au fond du trou et que le trou soit beaucoup trop profond, et cetera, viens, regarde, il y a des choses qui existent et tu peux en sortir, quoi. Et Et puis ça me c'est ouais, rappelle justement, on disait au début de l'épisode, l'école. Enfin moi je me mmh, rappelle que j'ai passé plusieurs fois des, mmh, mini brevets de secourisme à l'école, où justement on ouais. apprenait à faire le massage cardiaque, à mettre les personnes en PLS et on apprend ça dès la maternelle. En fait, les Bah, premiers normalement, secours, ouais, je me rappelle avec la Croix-Rouge qui faisait des interventions, alors peut-être que tout le monde n'a pas connu ça. J'ai non, vraiment moi des non. super souvenirs de ça, à l'école. Il y avait une personne, 2 personnes après qui venaient faire des interventions de la Croix-Rouge et peut-être Génial. c'était, peut-être une fois par trimestre, mais c'était ça tous les ans. Donc dans mon école, en fait, on avait l'impression de voir ça souvent et au fur et à mesure qu'on grandissait, les choses étaient un peu différentes et puis après, il y a des moments où Et juste oui. on s'ennuyait parce qu'on revoyait la même chose qu'on avait vu, l'année d'avant. Mais je me rappelle, elle avait un rétro il y avait le rétroprojecteur et elle mettait des Ouais, des slides sur le rétroprojecteur, là, vraiment à l'ancienne, où on avait c'est des clair. petits personnages qui touchaient le four. Est-ce qu'il faut toucher ou pas le four? Mmh. Ah, c'est Mais c'est des chouette. choses vraiment qui sont restées dans ma tête, mine de rien, Bah, ouais. qui sont Mmh. hyper présentes, parce que aussi, bah, il y a eu le travail de répétition. Alors même si on s'ennuie un petit peu, parce qu'on a l'impression d'avoir déjà vu tout ça, bah, mine de rien, à cet âge-là, revoir les mêmes choses tous les ans, bah, c'est hyper important. Et aujourd'hui, quand je vois mais en fait, ma poignée de casserole qui est sortie de la cuisinière, je pense Ouais. à la petite image du Mmh. personnage qui, en fait, en mettant la poignée sortie de Ouais, la cuisinière, tu peux renverser la casserole sur toi et te brûler. c'est ça. Donc, en fait, je si on faisait la même chose à l'école pour la santé mentale, est-ce que ça créerait pas une génération aussi d'enfants qui, savent reconnaître entre eux, bah, les signes, mais aussi savent s'auto-diagnostiquer, quand ils commencent à aller mal pour pouvoir oser en parler? J'irai pas jusqu'au diagnostic parce que c'est vraiment pas le sujet. On remplace pas les professionnels, et cetera. Mais effectivement, de repérer. C'est un truc de repérage, en fait. De repérage, détection et de se dire: «Tiens, franchement, ce comportement, il me fait penser à ce que j'ai vu pendant ma formation. Hop, si je suis pas sûre, je vais voir un peu dans mon manuel. Ouais, ça me fait penser. Est-ce que tu serais d'accord pour aller voir, je sais pas, ton médecin, et cetera, et avoir confirmation ou pas, mais ne reste pas dans cet état-là, en fait». Tu vois? Est-ce que tu ressens que tu es pas bien? Et puis oui, comme tu dis, après, tu es capable, de toi à toi, de dire: en ce moment, je me sens pas super». Bon, après la vie, elle est, faite de hauts et de bas, hein. Mais si le pas super, il commence à durer des semaines et des mois, là, faut se faire un peu des soucis et puis du coup, tu as les ressources, quoi. Mmh. C'est clair, c'est clair. En tout cas, super Ouais, intéressant. Enfin, moi, c'est bon, j'ai du coup, va falloir que j'économise pour cette formation. C'est mon prochain, investissement, je ouais. crois. Ça m'appelle de fou. Bah, franchement, ouais, Donc c'est merci clair. pour ce partage et c'est aussi le but, des médias comme, ce que je crée, c'est de pouvoir, dire, qu'il y a ça qui existe et que c'est possible en fait, de se former, pour des choses qui nous tiennent à cœur, sans non plus passer par 4 ans de fac de psycho. Non, mais voilà, c'est ça, c'est 2 jours et c'est 2 jours qui peuvent sauver la vie de plein de gens, en fait. Bon après, ce que j'aime bien aussi, c'est que, ils te disent bien pendant ces 2 jours que tu es pas le sauveur du monde non plus. C'est-à-dire que, si un jour, tu es dans la rue et que tu vois, je sais pas, quelqu'un qui est en alors on appelle ça en crise, mais alcoolisé et qui est pas bien, qui voilà, qui est en train d'embêter et tout, et que toi, tu as un super rendez-vous important pour ta vie et que tu as vraiment pas le temps, c'est OK de pas t'arrêter, hein, personne t'en voudra non plus, tu vois? Et je trouve ça vraiment important de le souligner aussi, de dire que c'est pas parce que tu as ton petit diplôme, 1 secours, voilà, que tu dois t'arrêter à chaque personne ou pareil, j'ai pris le train il y a pas très longtemps pour un déplacement. Il y avait, une fille, qui était, entre 2 wagons là, en train de pleurer et cetera. Moi, j'étais pas tellement dans un mood à vouloir, écouter peut-être quelqu'un, qui voilà. Je l'ai juste regardée, accroché le regard, je fais: «Ça va?» Elle m'a fait: «C'est OK», c'était bon quoi et j'allais pas insister plus que ça.
et j'ai pas de culpabilité à me dire: «Ah, mais ça se trouve, elle est vraiment pas bien» et puis, enfin, tu vois? Faut aussi dédramatiser le truc mais et bah, si tu es confronté, puis que tu as, le temps, l'énergie et tout ça, ben, tu peux peut-être sauver la vie de quelqu'un. C'est important ce que tu dis. C'est vraiment important parce que, en fait, faire attention à la santé mentale des autres, c'est pas non plus dégrader la nôtre. Exactement, et ça, ils insistent beaucoup sur, par exemple, bah, quand vous êtes allé voir quelqu'un, être allé au contact et cetera, voilà, après vous allez être vidé de votre énergie. Donc il faut que vous vous fassiez, la liste des activités qui vous vident la tête et qui vous remplissent de joie et cetera. Je trouve ça, hyper, important, en fait, qu'il y ait ça dans cette formation, de souligner que alors, perso, je le savais de par ma profession parce que j'ai bien appris à pas à me protéger, mais à me ressourcer, à ce que ça ne vienne pas envahir ma vie personnelle. Parce que j'ai des clients, ils me disent des choses, des fois c'est dur, et cetera. Mais quand on n'est pas dans cette profession, qu'on est un citoyen lambda et qu'on sait pas trop, et ben, la lumière est mise là-dessus, de dire: «Ouais, quand tu vas aider quelqu'un, ben, toi, derrière, tu vas être un peu fatigué, un peu pris comme ça et bah, va te ressourcer, quoi, c'est important. Parce que sinon, c'est toi qui iras pas mal, comme tu dis. Qui ira mal, comme tu dis. C'est vraiment cette métaphore de, mettre d'abord son masque à oxygène, Oui, dans avant l'avion. de dans l'avion, en fait, avant de mettre celui de Ouais, quelqu'un d'autre, même si bah, c'est ouais, ouais. contre-intuitif. C'est contre-intuitif, ouais, quand tu es, maman et que tu prends l'avion avec ton petit, qu'on te dit: «Non, c'est à toi que tu mets et ensuite tu sauveras ton enfant». Tu es là: non, c'est pas» eh ben si, en fait, parce que tu seras d'aucune utilité, à ton enfant de 2 ans si toi tu es pas en vie à côté. Mmh. Mais c'est dur, mais c'est comme ça, quoi. Tout à l'heure, pendant ta, présentation, tu as dit quelque chose qui m'a un peu, fait «ting». Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que tu commençais à vieillir, même si dans ta tête, tu avais l'impression que c'était l'inverse. Tu peux bien nous expliquer ça? J'ai trouvé ça trop intéressant. Bah, vieillir, de toute façon, sur ma carte d'identité, on voit bien avec ma date de naissance. Je vois bien aussi quand je m'inscris sur des trucs sur internet que le menu déroulant pour trouver l'année de ma naissance, faut que je scrolle pas mal de fois pour la trouver. C'est horrible ça, cette sensation. Mais, donc, puis après dans le corps aussi, je sens que, bah, j'ai plus la même fougue que quand j'avais 20 ans. Je vais pas faire les mêmes performances en sport que quand j'avais 20 ans, et cetera. Mais dans ma tête, je m'autorise, beaucoup plus de choses, en fait. Ouais, je suis plus fofolle, j'ai même un côté rebelle que j'ai bien écrasé pendant longtemps qui, des fois, se met en route et tout. Mais je vais mal parler, hein, mais en fait, j'en ai rien à fiche, quoi. Ouais, je vais pas mal parler. Allez, j'y vais. J'en ai rien à foutre. Je veux dire, je vais faire la folle dans la rue, mais je m'en fiche de comment on me regarde, si on m'approuve ou si on me désapprouve. C'est pas mon problème, quoi. Et je trouve que l'avancée en âge, bah, ça te donne ça, un détachement sur, bon, de toute façon, je fais ce que je veux de ma vie. Si t'es pas d'accord avec ce que je fais dans ma vie, mais enfin, moi, ça va pas m'empêcher de le faire et que ce soit des questions sur en quoi ça te dérange toi, mais moi, je vais passer mon chemin parce que j'ai pas envie de perdre mon énergie là-dedans. Alors peut-être qu'inconsciemment, on sent que c'est pas qu'on le sent, mais qu'on conscientise de plus en plus que c'est pas éternel et que du coup, bah, il y a pas de temps à perdre et bah, les rêves, tu vas, quoi. Tu les fais. Tout simplement, en fait. Alors évidemment, après, il y a des freins, j'en sais rien, des freins, financiers ou des choses comme ça, mais c'est que, enfin, le rêve devient juste un objectif et le frein, bah, tu le gères pour qu'il en devienne plus un, tu vois? C'est, heu, c'est cool. J'en reviens par exemple à la moto. Tu me vois pas sur une moto et cetera et pourtant, ça fait depuis que je suis, adolescente que je rêve de d'avoir mon permis moto, d'avoir une moto et cetera et j'ai bavé, mais des années à chaque fois qu'il y a une moto qui passe: «Viou! Il a trop de la chance et tout» et je me suis auto-torturée
pour diverses raisons à divers âges. Et mon permis moto, je l'ai passé il y a 1 an, tu vois. Donc, quand je suis allée à l'auto-école en disant oui, je voudrais des renseignements sur le permis moto, et, et la dame qui lève les yeux sur moi et puis qui me regarde, elle fait c'est pour votre fils? Bah non, c'est pour moi. Ah, et bah, je m'en fous de ce qu'elle pense, etc. Voilà. Après, Non, mon mais c'est moniteur, cliché. ben Tu es oui, venue et elle a pas dit c'est pour votre fille. Elle a pas dit c'est oui, pour en votre plus, ouais, enfant. Elle a dit c'est c'est pour clair, votre fils. c'est ça, ouais. Mon fils, qui au demeurant ne veut pas passer son permis moto, ça m'intéresse pas, donc et encore plus cliché. Là, c'est pas moi, mais parce que je fais partie d'un groupe sur Facebook de femmes à moto et tout. Et il y a pas longtemps, je suis révoltée hein, parce que j'ai lu. Il y a pas longtemps, il y a une fille qui a écrit un message en disant voilà, je rêve de passer mon permis moto, mais j'ose pas trop, etc. Donc c'est un groupe où on se soutient, où c'est voilà, où c'est mais si, vas-y, enfin, y a pas de souci. Et en fait, elle a dit ouais, mais moi là j'ai fait 3-4 auto-écoles autour de chez moi. Ils ont tous refusé de m'inscrire parce que, soi-disant, je suis trop petite, mais surtout, je suis en surpoids. Pardon? Mais pardon? Mais moi, j'ai carrément dit, attends, moi, je mets une cagoule, tu me donnes l'adresse, je vais leur péter leur gueule parce que mais c'est inadmissible d'entendre ça aujourd'hui, quoi. Enfin, même à d'autres époques, mais c'est juste inadmissible. Mais tu vois toutes les morphologies de mecs sur des motos. Et pourquoi une femme, si elle est pas super fine, elle pourrait pas aller sur une moto? Tu m'expliques? C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. En plus, c'est des personnes qui font leur loi, en fait, qui gâchent le rêve de quelqu'un. Ben oui. Et là, elle est démoralisée. J'espère qu'elle va trouver quelqu'un qui Ben va là, bien vouloir elle lui ose plus. apprendre. Elle est bloquée en fait. Ah, Là, mais elle c'est ose plus. horrible. En plus, ça se trouve, elle avait peut-être même déjà une sensibilité par rapport à son poids et à l'image qu'elle renvoyait. Ouais, mais Et en plus, là, on vient elle rajouter nous a ça. donné ses mensurations, enfin sa taille et son poids. Elle n'est pas en surpoids, quoi. Enfin, ça va. C'est juste qu'elle répond pas au cliché que les hommes qui gèrent les moto-écoles ont d'une femme sur une moto, en fait. Ben oui, il faut qu'ils arrêtent un peu Instagram à voir des nanas à poil en string et en soutif sur les motos. Enfin, déjà, pardon les mecs, mais il y a des règles de sécurité sur une moto, hein. Mais faut arrêter, quoi. Alors, ce genre de truc, moi, ça peut me faire vriller et je peux vraiment partir dans la violence, par contre. C'est horrible hein, à dire, hein. Sauf que les gens me connaissent plus calme et tout. Mais là, je peux partir dans la violence verbale et je suis pas physique. Mais si je l'ai en face de moi, ça pourrait peut-être. Non, j'aurais quand même un frein. Je C'est serais à la dommage limite. de gâcher, enfin, parce que toi, du coup, quand on est la personne qui agresse ou qui est violente physiquement, ça se retombe sur nous, en fait. C'est C'est clair, dommage c'est ça de... qui me ferait freiner, mais Voilà, c'est ça, c'est dommage pour toi de gâcher peut-être ouais, je le ferais pas. un Mais tu vois, casier je vierge pour ouais, c'est quelqu'un ça. comme ça. Mais qui te dit qu'il est vierge? Ah ah! Non, je Pardon. plaisante. Le truc, on Après, va apprendre des scoops. tes clients tes clients qui vont venir après à ton cabinet, ils vont dire, bon, du coup, qu'est-ce que tu as fait? C'est excellent. J'adore ce genre de truc, tu sais mettre le doute. Oh là là. Non, mais enfin, voilà, je pense que j'irai pas jusqu'à exprimer cette violence physiquement, mais ce genre de comportement me fait vriller. Je ne comprends pas. Et et en même temps, je dis, mais comment est-ce qu'on peut agir pour que ça n'existe plus, en fait? Je pense qu'on est en marche. Il y a quelque chose que, enfin, je dis pas que le monde va bien et que tout va bien et que tout est mieux, hein. Je dis pas ça. Je dis simplement qu'en fait, ça fait très peu de temps dans l'histoire de l'humanité que les femmes se battent pour leurs paroles, pour leur place, pour leurs droits, pour leur équité, pour l'équité dans le monde. Et en fait, enfin, c'est des milliers d'années de patriarcat qu'on est en train d'essayer de combattre. C'est vrai, ouais. Non, mais t'as raison, ça remet en perspective. Et ça, c'est quelque chose qui me... Moi, personnellement, quand je pense à ça, ça me fait garder l'espoir. Ça me permet d'être moins en Mm. colère, d'être moins frustrée. Ça ne veut pas dire que je me dis qu'il n'y a rien à faire et que tout va bien. Je ne suis pas en mode traîne par les bisounours,
Mais je suis consciente que je me dis que moi déjà, en tant que femme va sur ses 25 ans, donc seulement 25 ans de vie humaine, c'est rien en fait, j'ai vu des évolutions de fou. Entre ce que j'entendais quand j'étais en primaire, les combats qu'on avait en primaire, comme par exemple les garçons qui voulaient regarder sous les jupes, et en plus, à cette époque, il y avait déjà quand même la belle loi de je regarde sous la jupe des jolies filles, mais pas des filles que je considère pas étant jolies. Moi, on m'a jamais cherché à regarder sous ma jupe, par exemple, quand j'étais en primaire. J'ai jamais eu ce problème-là. Mais du coup, par contre, c'était limite, j'étais jalouse dans un truc de ma tête, j'étais jalouse que moi, on n'essaye pas parce que je comprenais ce que ça voulait dire. Donc c'est là qu'en fait le patriarcat est horrible et vicieux. C'est on crée des femmes qui peuvent être, ouais, c'est ça, qui peuvent être jalouses de l'intention malsaine de l'homme qu'il a sur une autre femme parce qu'en fait, nous, on n'est pas assez par rapport à son regard. Et ça, c'est juste dans la cour de récréation de maternelle, en fait. Donc, Ouais, c'est vrai, parce qu'on a intégré ça et du coup, le travail, c'est de le désintégrer de nos têtes. exactement. Et en fait, c'est super long. Et moi, quand je vois déjà le chemin que moi j'ai fait entre cette époque et aujourd'hui, comment je vois le monde et comment je me vois et comment je vois les femmes, parce que mine de rien, moi j'ai grandi avec énormément de misogynie interne et dans mon éducation et dans ma façon de voir le monde, hein, clairement. Et aujourd'hui, je pense que j'en ai encore et je ressens encore des phrases. Des fois, je me dis, mais comment tu peux dire un truc pareil? En fait, vraiment, je suis mais comment tu fais un truc pareil? Après, je l'ai dit, je me dis, mais c'est pas possible. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Faut pas le normaliser, faut pas se dire c'est pas grave. Il faut accepter qu'en fait, bah, on a grandi comme ça et qu'on peut pas tout détruire, tout briser dans notre cerveau et dans notre système Oui, en non, deux mais c'est minutes. sûr. C'est pas possible. Et du coup, bah, Et justement, puis, il quand faut je regarde savoir, à l'échelle de l'humanité, je me dis, en vrai, il y a eu du c'est progrès. vrai. Et puis je reprends sur mais comment j'ai pu dire ça, etc. Moi, des fois, je peux faire des blagues un peu misogynes, mais faut remettre aussi dans le contexte. Je sais très bien où je me place quand je la fais, en fait. Tu vois, c'est que je me sens pas être en train de continuer un système qui ne va plus, etc. C'est juste que j'ai assez de recul pour en rire et que la personne en face de moi, je sais qu'elle a assez de recul pour en rire et qu'elle pense pas un mot de ce qui vient de se dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois totalement. Mm. Je vois totalement. Parce Après, que c'est la fameuse ouais, phrase, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. ouais, c'est ça. Voilà, mais qui peut poser de vrais problèmes, comme justement, pas avec n'importe qui. Et Ah ben, tout clairement. dépend aussi de là où est-ce qu'on l'a dit. Par exemple, si on sort une blague extrêmement misogyne sur mon podcast, personnellement, même si peut-être en privé, je l'aurais laissé passer, je pense que sur mon podcast, je la laisserai pas passer, je la laisserai pas, en fait. Mais c'est clair. Je considère que quand on a cette responsabilité d'être un média, et alors moi c'est un petit média, hein, c'est tout petit, mais c'est quand même des gens qui vont venir écouter, je ne sais pas qui et quelle audience et à quel moment, bah, je me dis c'est une responsabilité quand même de véhiculer un message qui selon moi est juste, mais au final aussi selon mon propre prisme de valeur, hein. De toute façon, tout est Bah oui, biaisé, oui, mais c'est toi qui décides, hein. c'est ça. Et bien justement, pour terminer un peu cette conversation, il y avait des questions que j'ai envie de te poser. Et je trouve que là, on a fait un bon point avec cette place de la femme. En tant que justement naturopathe et spécialisée dans les troubles bah, finalement qui touchent principalement les femmes, en fait, quand tu accompagnes bah, des femmes qui ont des soucis avec leur cycle, peut-être des douleurs, des maladies, des choses vraiment qui sont compliquées à vivre, mais qui sont exclusivement pas liées à ce que c'est qu'avoir un corps de femme. Mhm. Par rapport à ce que tu partages sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir que tu essayes de faire en sorte que les femmes, même si elles ont des soucis liés, ben, par exemple, à des maladies ou des troubles ou des choses qui vont être difficiles avec leur cycle, avec le fait Ouais. qu'elles aient un corps de femme et que justement, ça peut être compliqué pour elles par rapport à ça, Mhm. comment est-ce que tu fais pour les aider au quotidien? Quelle est ta mission pour les aider au quotidien pour qu'elles se sentent bien malgré ces problèmes? En fait, mon travail, c'est justement d'aller chercher la cause de ces problèmes-là et d'essayer de faire cesser cette cause. Donc, c'est pas forcément, je suis pas orientée à dire, ok, t'as super mal, mais on va faire en sorte que tu le vives bien, tu vois. C'est plutôt, t'as super mal, mais c'est pas normal, en fait.
et on va aller chercher le pourquoi tu as super mal et puis on va faire cesser le truc. Parce que d'avoir le cerveau dans la culotte H24, ça le fait pas. Et quand est-ce que tu le vis, toi, en fait? Bah, à la fois, j'accompagne pour essayer de trouver la solution, hein. On fait cesser quelque chose qui n'est pas normal. Mon but, c'est d'aller vers la physiologie. Et la physiologie, ça a jamais dit que ça faisait mal, en fait. Souvent, je le répète, et peut-être qu'il y a des gens qui vont m'écouter là et qui l'ont déjà entendu sortir de ma bouche. Mais enfin, moi, quand on me dit, voilà, respirer, c'est un processus physiologique, le système cardiovasculaire avec le cœur qui bat, c'est un processus physiologique. Manger, digérer, c'est un processus physiologique. À quel moment est-ce que on a intégré que c'était normal si ça faisait mal? À aucun moment. Si ça fait mal, on va voir son médecin. Et pourquoi, sur le cycle féminin, quand ça fait mal, on dit bah c'est normal. Ça, voilà, je peux pas aller là-dedans, en fait. C'est un processus physiologique, donc mon travail avec mes clientes, c'est de ramener ce processus physiologique en bonne marche, en fait. Tu vois? Et en même temps, bah, la vie, elle est ce qu'elle est, et que même si moi, bah, avec tout le travail, parce que je le fais sur moi aussi, hein, moi, j'étais une jeune femme, etc., j'avais des règles hyper douloureuses, mais ça me pourrissait ma vie, etc. Et aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il faut, je suis très très bien avec mon cycle, j'ai compris comment fonctionne tout, ce qui n'empêche que bah, si j'ai une période hyper stressée ou hyper chargée, bah, je vais avoir un cycle tout pourri, comme je dis, où je vais peut-être avoir un peu mal, où je vais pas être bien, etc. Bah, je l'accepte, mais parce que je sais ce qui s'est passé. Donc mon approche, elle est explicative. Si tu comprends comment tu fonctionnes, ben, tu acceptes mieux et tu comprends mieux ce que tu dois faire et ce que tu dois moins faire. Après, le choix, il reste individuel. Je C'était sais pas si vraiment j'ai dans été ce... très claire. Non, mais clairement, ma question n'était pas claire, mais toi, tu as été très claire. Ah ben voilà. C'est vrai que dans ma question, c'était ça que je sous-entendais, c'était plutôt cette idée, en fait, comment faire pour accepter notre cycle ou notre physiologie, en fait, quand on a des pathologies, par exemple, bah, qui sont bah, incurables, qu'on peut pas, enfin, par exemple, avec l'endométriose, le SOPK, des choses qu'on garde toute notre vie, aujourd'hui en tout cas. Peut-être que la science évoluera. Il y a des super choses qui se font justement sur Lyon, des super études. Donc, on attend de voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que comment on fait pour accepter, mieux vivre avec, et aussi surtout, en fait, moi j'ai eu une vraie problématique bah, avec quand j'étais diagnostiquée de l'endométriose. C'était un peu, tu vois, ce truc de, un peu injustice de, vu que je suis une femme, j'ai cette maladie en fait. Tu vois, un peu ce truc de, du ce côté, ok, c'est surtout quand j'ai compris que c'était 1 à 2 femmes sur 10. Je me dis, mais pourquoi on a ça en plus? Et ça prend pas les stats du SOPK. Et le SOPK, je crois que Oui. c'est un petit peu moins que l'endométriose, mais ça touche quand même énormément de C'est quand personnes. même, ouais, c'est énorme aussi. C'est C'est énorme énorme aussi. aussi. Donc en fait, ça veut dire, il y a l'endométriose, pardon, Mm, il y a le SOPK. Donc on est quoi? On est déjà à 3 mm. femmes sur 10. Avec du coup, c'est de la GIA. Ouais, là, ça. Ouais, alors là, on va rentrer dans un domaine que je suis en train de découvrir et que j'ai envie de développer. C'est la médecine de genre, en fait. Et c'est qu'effectivement, parce que là, je t'entends dire, pourquoi on a ça en plus? Mais c'est parce que, bah, pour une fois, c'est inversé. Il y a des pathologies uniquement masculines qui sont pas développées et pourtant ça les touche. Je pense par exemple à l'ostéoporose. Il y a de l'ostéoporose chez les hommes, mais c'est très peu. Et du coup, ils sont très mal diagnostiqués et ils souffrent énormément. Je suis pas en train de faire. Enfin, moi, je suis pas une ultra féministe au sens où, bah, tant pis pour eux, etc. Ils ont se dominer pendant des milliers d'années. Enfin, moi, De toute j'aimerais bien façon, le juste. féminisme, dans la base, c'est pas être contre les hommes, c'est pas dire Non, c'est vous ça. les hommes, c'est dire bah, venez, un peu plus d'équité et d'égalité, venez, on est tous bien en fait.
le féminisme est bon pour les hommes aussi, en fait. Le Oui, mais féminisme, il est clairement. sain pour les hommes, pour tout un Mmh. tas de raisons. C'est hyper sain Ouais. aussi pour les hommes Non, d'être féministe. on est d'accord. Ce que je voulais souligner, c'est certains mouvements qui sont un peu ultra et enfin, moi, je me reconnais pas dessus. Je veux juste un monde où on discute et où on communique, en fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, la médecine, elle est ultra genrée. Alors, elle est ultra genrée. Il y a beaucoup d'iniquité pour les femmes, c'est clair, parce que les traitements, ils sont testés sur les hommes et pas sur les femmes. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont comme ça. Et du coup, je le vois pas comme ah, en plus, ah, mais je vois pourquoi tu dis en plus. Enfin, je crois voir. Tu vas me dire si c'est ça. C'est parce qu'on voit le cycle et avoir ses règles comme un boulet. Et qu'on se dit, si en plus j'ai une pathologie qui est liée à ça, zut, quoi, c'est la double peine, quoi. Alors moi, j'avoue que avant mon arrêt de pilule, parce que j'ai commencé à prendre la pilule jeune, enfin à 16 ans, enfin jeune, c'est pas très jeune pour quand j'entends les témoignages des filles qui commencent à prendre la pilule à 11 ans parce qu'elles ont de l'acné. Ça me Ouais, rend dingue. Mais bon, c'est un ouais, autre bah ouais. sujet. Ouais. Et du coup, pareil, qui camoufle les premiers symptômes d'une endométriose ou d'un SOPK. Et un peu Mhm. comme moi, j'ai commencé du coup à prendre la pilule du coup à 16 ans et ça m'a camouflé aussi beaucoup de symptômes. Mm. Et donc, quand j'ai fait. Donc, en fait, j'avais des douleurs de règles. J'avais des règles. Mes règles duraient longtemps. J'avais ce Mm. truc-là déjà, quand même, même sous pilule, mes règles duraient longtemps. Et j'avais des douleurs, mais c'était. Moi, je les classais dans ces douleurs de c'est normal, parce que j'avais été éduquée comme Bah ça. oui. Je vivais Mm. grandi dans ce truc-là. Et c'était pas non plus, ça m'empêchait pas de me lever. Et j'avais une fille dans ma classe, dans ma chambre à l'internat, qui, elle, souffrait énormément aussi pendant ses SPM. Et moi, vraiment, ça me faisait de la peine pour elle. Et je me disais, la pauvre, quoi. Enfin, voilà, elle avait vraiment. Mm. Enfin, elle se que je me disais, ok, elle vit un mauvais moment. Moi, c'était un peu camouflé, on va dire. Et en fait, j'ai arrêté la pilule au moment où j'ai commencé à me sentir mais tellement mal à cause de la pilule et avoir l'impression que ça Mm. faisait déjà. En fait, j'avais fait toute la fin de mon adolescence sous pilule. Donc, en fait, comment dire que j'avais pas du tout vécu ma puberté de manière Oui. totalement naturelle. Mm. Voilà. Donc, en fait, j'ai voulu l'arrêter. Et en l'arrêtant, du coup, c'était en 2018, j'ai pris une claque parce que je l'ai Mm. arrêté. J'ai vu mes premières règles sans pilule et j'ai eu des douleurs. C'était horrible. C'était vraiment, mais c'était affreux. Je bougeais plus de mon lit. Ça a duré des jours, des jours, des jours. Et là, je me suis dit, mais j'ai voulu arrêter ma pilule pour me sentir mieux dans mon corps, pour Mm. ressentir les choses. Et en fait, j'ai pas pu tenir plus de 2 cycles. Parce que Ouais, vraiment, c'est clair. c'était un enfer. Et pendant tout ce temps, avant, quand je prenais la pilule, j'avais déjà plein de symptômes de l'endométriose, sauf que ce n'était pas les symptômes des règles douloureuses. Et en fait, à l'époque, aujourd'hui c'est un peu différent, mais à l'époque, on pensait endométriose uniquement quand tu parlais de règles très douloureuses. Et moi, j'avais été voir des gynécos, j'avais été voir plein de médecins pour tous mes autres symptômes de l'endométriose. Et on m'a jamais parlé d'endométriose. Et j'ai été voir des gynécos, hein, et j'en ai été voir, hein. On m'en a jamais parlé. La première personne qui m'a parlé d'endométriose, c'est quand j'ai recommencé à aller voir des médecins après un an sans être allée voir des médecins. Voilà, parce que trop traumatisée. Et que du coup, j'ai insisté au premier médecin, j'ai dit, bon, ça j'ai fait comme examen, ça j'ai fait comme examen, maintenant je veux faire tous les autres examens qui sont possibles. Il me dit, ok, le seul examen que vous n'avez pas fait, c'est le scanner. Bon, je vous fais un scanner. Le médecin en charge du scanner, c'est lui qui est venu me voir, qui me dit, bon, pourquoi vous êtes là en fait? Pourquoi vous passez cet examen? Vous êtes jeune, vous avez l'air en bonne santé, pourquoi vous passez cet examen? Il me prend, on s'assoit sur un brancard à côté, et là, il me demande la chose que tous les autres médecins que j'avais été voir pendant des années, que j'aurais aimé qu'ils me fassent. En fait, juste qu'ils m'écoutent. On parlait de Mm. l'écoute. Ouais, ouais, c'est Et là, il me ça. demande, Mm. et là, il me dit, ok, bon, bah, de tout ce que vous me dites, moi, ça me fait penser à l'endométriose. Il était ni gynéco, ni médecin Ouais. généraliste. C'était le docteur de radiologie, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Et parce c'est lui qu'il a qui une m'a... vision un peu plus C'est globale, ça, en fait. exactement. Et Ouais. c'est lui qui m'en a parlé. Et moi, j'avais commencé à en entendre parler sur les réseaux. Mais dans ma tête, c'était un truc de fille qui avait des règles très douloureuses. Et moi, dans ma tête, j'avais Mm. pas eu de règles très douloureuses dans ma vie, mis à part quand j'avais arrêté ma pilule. Ça s'est Ouais. arrêté là dans ma tête, quoi. C'est tout. Mm. Qu'est-ce qui se passe après? Bon, un peu dans le syndrome d'un déni. Bah, comme si, en fait, d'un coup, quand tu comprends ce que tu as, tout se multiplie.
Et j'ai passé 2 ans comme ça, en fait, les symptômes étaient 3 fois, 10 fois plus violents qu'avant. Ça, c'est horrible. Parce que tu dis, je sais ce que j'ai et ça va encore moins bien. Donc bref, tout ça pour dire, comme ça j'aurais raconté tout ça, mais tout ça pour dire que quand moi justement j'ai eu l'endométriose, mon ressenti en tant que femme, c'était plutôt l'impression de, en plus, je suis pas beaucoup écoutée dans la société. Quand j'ai essayé qu'on m'écoute et dire que c'était pas normal, que je souffre autant, que j'avais autant de symptômes, autant de problématiques dans ma vie, j'étais pas écoutée, j'étais pas comprise. Quand en fait j'ai eu plein de moments dans ma vie où j'ai bien compris que j'étais en train de vivre du sexisme, que ce soit professionnellement, personnellement. C'était plutôt ce truc-là quand j'avais le en plus. En plus, j'ai une maladie exclusivement féminine. Et donc, à chaque fois que je vais faire des choses dans ce sens pour aller mieux, je vais être confrontée au regard des hommes et à leur incompréhension. Et ça a été le cas le jour où je me suis fait diagnostiquer, où j'ai été voir un médecin spécialisé dans l'endométriose qui m'a diagnostiqué et qui m'a traumatisée à cause de son examen. Et là, je me suis dit, bah, c'est horrible. Le gars, c'est son métier. Il fait ça toute la journée. C'est vraiment le spécialiste. S'il y a un spécialiste, c'est lui. Et je ne me suis pas du tout sentie bien dans son cabinet. Et j'ai appris le truc qui allait me faire tout changer dans ma vie avec lui. Ouais, Et là, le en plus. C'est ça, le en plus. d'accord. Ouais, Parce je que moi, comprends. mon cycle en soi, il ne me posait pas spécialement de problème, en fait. Ouais. Mm. En t'écoutant, là, j'ai eu une analogie qui venait, je vais te la partager parce que ça répond un peu à la question de base. C'est quand tu disais, oui, j'ai ça et personne, enfin, je me sens pas entendue dans cette société, je me sens pas écoutée, je me sens pas prise en considération. C'est à peu près les mots, il me semble. Oui, à peu près. Et même face à des femmes hein, qui ont des postes de pouvoir comme bah, les médecins. Ouais. Et ben en fait, mon travail, c'est de transposer ça au corps. C'est-à-dire que si le corps il fait mal, si le corps il y a des manifestations qui te dérangent et voilà, et ben c'est qu'on n'est pas en train de l'entendre en fait. On n'est pas en train d'entendre que ces manifestations, c'est sa façon à lui de te dire, il y a un truc qui tourne pas rond dans la machinerie. Est-ce que tu veux bien m'entendre, s'il te plaît? Et c'est ça mon travail, c'est d'accompagner mes clients, mes clientes dans cette écoute-là et de dire, OK, donc là, tu es en train de crier, tu es en train de parfois hurler hein, quand ça fait vraiment très mal, etc., quand ça empêche de passer une journée normale. Euh, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Il faut apprendre le langage du corps. En fait. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on apprend aussi de quoi a besoin un corps pour fonctionner, etc., bah ça s'apaise. Je sais pas si c'est très parlant comme Franchement, c'est analogie, très mais parlant parce que finalement, à partir du moment où j'ai pris vraiment le temps d'écouter mon corps et de lui faire du bien, bah, petit à petit, les choses ont commencé à aller mieux grâce à des thérapeutes comme une naturopathe qui est réflexologue aussi, grâce à plein d'accompagnements que j'ai pu vivre. Et rien que le fait, en fait, juste aussi, bah, moi, il y a plein de choses qui ont changé ma vie. Hein. Rentrer dans l'organisation bienveillante et intuitive, c'est aussi ce qui a changé ma vie et qui a réduit mes douleurs. J'en suis persuadée. Parce que ne plus être en train de courir partout, me mettre une pression de dingue, être dans le stress 100% et vivre un emploi du temps qui ne me correspondait pas du tout, bah, évidemment que ça a accentué ma fatigue, donc mes douleurs, mon stress, donc mon état inflammatoire, etc. etc. Donc aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante de tout le travail que j'ai pu faire et surtout de mon écoute. Je pense que ça va vraiment être le fil rouge de cet épisode, c'est l'écoute aussi du corps. Mais du coup, quand tu disais, pour revenir un peu à ce que tu fais, quand tu disais voilà, que c'est ça ton travail et c'est un peu ta mission, est-ce que c'est facile d'avoir ce discours quand tu es face à des personnes qui sont face à l'infertilité et qui ont un désir profond et puissant d'enfant et que leur corps leur dit non? ouais. En fait, le truc, c'est que en cabinet, j'ai pas de discours, en fait. Je suis dans l'écoute, justement. Ok. Et
Et l'écoute, enfin pour moi, dans l'écoute, il y a aussi une façon d'interroger, et une façon d'interroger qui est subtile parce qu'elle ne doit pas imposer mes convictions, mes croyances, parce que voilà, mes valeurs, etc. Elles doivent juste, enfin, euh, l'interrogation, elle doit, des fois, quand je suis en cours avec des futurs naturopathes, je leur dis, on est presque des maïeuticiens, c'est-à-dire que c'est de faire accoucher la personne de sa propre solution. Et moi, je vais jamais dire, de toute façon, moi, je suis pas là, je suis pas médecin, donc c'est pas à moi de dire vous êtes infertile, vous n'êtes pas infertile. La première chose que je demande, c'est est-ce que vous êtes accompagné par une équipe médicale et qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi leur diagnostic? Parce que si vous me dites c'est la stérilité, c'est pas avec mes petites plantes que je vais vous faire quoi que ce soit. Enfin, faut arrêter de vendre du vent aussi, quoi. Mais si c'est de l'infertilité et qu'il y a de l'espoir, etc., ou qu'il y a de l'infertilité, mais que le seul espoir, c'est de la PMA, ben, mon rôle, c'est juste de ramener justement de la physiologie, de ramener les conditions qui font la santé, les conditions qui vont faire que ben, l'équipe médicale, elle va bien travailler et ça va fonctionner mieux, tu vois. Mais jamais, jamais, enfin, ouais, je suis pas là pour avoir un discours, mais si, on va voir ce bébé, etc. Enfin, si je l'ai dit, c'est vraiment du dérapage de ma part et je m'en excuse parce que c'est une limite pour moi. C'est pas mon job, ça. Mm. Et que ce soit pour ces problématiques-là ou d'autres, parce que en cabinet, j'en rencontre, je suis généraliste aussi, donc je reçois tout le monde. Je, enfin, moi, je suis pas là pour guérir du tout. C'est pas, enfin, naturopathe, on n'est pas là pour guérir ou remplacer le médecin du tout. On est là juste pour mettre une hygiène de vie qui apporte les conditions qui font la santé. Après, ça fait pas. Moi, je sais pas faire plus parce que je ne suis pas médecin, je ne sais pas diagnostiquer et je ne suis pas dans la pathologie. Je sais pas si je suis claire, mais Totalement. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a une vraie différence entre être infertile et être stérile. C'est pas du tout la même chose. Donc, juste pour les personnes qui sont peut-être comme moi hyper novices dans tous ces termes, c'est quoi vraiment la différence? Et justement, pour quand quelqu'un nous en parle, qu'on puisse bien écouter et oui. comprendre. Ouais, la stérilité, quand on dit vous êtes stérile, ça veut dire qu'il y a zéro chance qu'il puisse y avoir un enfant. Bah, par exemple, je vais dire une énormité, mais une femme qui n'a pas d'utérus, bah oui, elle est stérile, quoi. Il y a zéro chance. Alors maintenant, on greffe des utérus. Ça change la donne peut-être, mais infertile, ça veut dire il y a une baisse de la fertilité par rapport aux standards médicaux, etc. Donc ça veut dire que les personnes ont une chance de procréer, mais c'est plus difficile que une personne lambda enfin, chez qui tout fonctionne bien, quoi. Tu vois? Ça peut être Ok. une petite réserve ovarienne ou un spermogramme qui est pas super bon. Enfin, tu vois, ça veut pas dire qu'il y a aucune chance d'avoir un enfant, mais ça va peut-être prendre plus de temps, il faut des aides extérieures, etc. Ok. Mm. C'est la grosse D'accord. différence. Si je me trompe pas, hein, parce que je suis pas médecin, quoi. Merci beaucoup. Merci pour ça. Je t'en prie. On arrive sur la fin de cet épisode Ouais, parce que déjà. le temps passe. Ouais. Je sais que les Schtroumpfs vont bientôt terminer, je pense. Ça, c'est une private joke. Voilà. Pour les parents, je pense que vous comprendrez très vite ce qu'on essaye de dire. Du coup, j'aimerais te proposer, on a parlé plein de choses super intéressantes. J'ai Ouais, aussi beaucoup parlé, j'ai dit plein de trucs. Euh, trop cool. J'espère que c'était intéressant pour Ah, toi c'était aussi. super intéressant, j'ai appris plein de trucs. Et peut-être que bah, voilà, pour les personnes qui ont peut-être traversé des choses similaires aux miennes, ça pourra résonner et dire qu'il y a du mieux après aussi. Mm. Mm. Aujourd'hui, j'ai un 35 heures et j'ai toujours mon business à côté. Enfin, ça aurait été Ah, impossible en 2019. Vraiment, ouais, c'est impossible. comme quoi. Comme Bravo. quoi. Merci. Mm. Après, je ne dis pas que les années que j'ai passées à être 100% en business, donc à gérer mon emploi du temps comme je voulais, n'ont pas aidé à faire une réserve d'énergie
pour C'est clair. encaisser cette période, hein. Je pense vraiment que tout est lié, que ça Ouais. va avec. Je crois fortement, à la pause et au fait qu'on est bien plus, énergisé après une pause. Je pense que c'est pareil avec Mmh. les longues périodes où on a été pleinement à l'écoute de notre rythme. Les périodes qui Mmh. suivent, on a une réserve qui est un petit peu plus importante, mais du coup, Ouais. bien savoir équilibrer et alterner et pas être partout à la fois et imaginer qu'on est des super-héros. Je pense que c'est Mmh. important aussi de leur dire. Donc, est-ce que tu as un message, quelque chose que tu as envie de partager au monde, que tu as envie, voilà, de dire, si tu avais quelque chose à crier sur tous les toits, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? J'ai j'ai un truc débile qui vient, mais ah non, non, mais non, c'est con. Attends, 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 qu'est-ce que j'aimerais crier sur tous les toits? C'est hyper bateau, mais que la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Mais vraiment profondément, et je le dis en connaissance de cause, d'avoir eu des bas très, très bas et d'avoir eu des hauts, pas forcément très, très hauts, mais ouais, enfin, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je me suis vraiment reconnectée profondément à joie et je suis une joyeuse profonde en fait. Et je dis pas que j'ai pas des moments où ça va pas, etc. Mais il y a quand même la joie qui revient toujours. Et j'ai toujours un petit truc dans la journée. Ça peut être très très con, hein, mais je sais pas, goûter un fruit hyper goûtu et hop, ça éclaire ma journée. Donc c'est ouais, de reconnecter à cette joie profonde. Ça doit être très enfantin en fait, ce genre de joie, je pense. Mais ça a été vraiment ce qui, je pense que c'est mon fil rouge. On a le fil rouge de l'émission, c'est l'écoute, et mon fil rouge, c'est la joie. Donc reconnectez-vous à la joie. Merci Ouais. beaucoup. Avant de passer à la question signature du podcast, est-ce que tu as des actualités, des choses un petit peu sur le feu que tu as envie de nous partager? Purée, mais c'est clair, et toutes les poignées de casserole débordent de la gazinière là. Non, mais je suis multitâche et j'arrive pas tu vois, des fois, je me dis, mais reste focus et tout. Et en fait, je crois que c'est ma façon de faire, quoi. Il faut que j'accepte d'être multitâche. Donc, ouais, j'ai plein d'actualités. J'ai cette chance d'avoir été contactée par une maison d'édition là dans l'année et qui m'a commandé un livre sur la réflexologie palmaire, grand public. Donc, je suis en train de le rédiger. C'est génial! Ah ouais, mais un truc de dingue parce que c'est juste mon rêve, un de mes rêves de la vie, d'écrire un livre, quoi. Ah, mais je comprends tellement. Tu sais, je fais pas des démarches, les gens ils viennent à moi, mais c'est quoi le truc, le piège ou la caméra? Et non, en fait, il y en a pas, c'est en vrai de vrai. Donc, courant 2024, il y a un livre sur la réflexologie palmaire. C'est hyper pratico-pratique avec des petites fiches. T'as ça, voilà ce qu'il faut aller toucher sur ta main, etc. Euh, donc ça, c'est une chose. Ensuite, bah, je continue. Alors, je modifie un petit peu parce que je forme depuis des années des futurs naturopathes. Et maintenant, je dévie un peu mes formations sur des naturopathes installés. Donc, j'ai des formations de spécialisation dans l'accompagnement des problématiques féminines. Et bah, j'ai pas mal de demandes. Donc là, elle va sortir aussi début 2024 une formation pour accompagner les femmes en ménopause. Donc ça, c'est pour le côté pro. Et pour les clients, clientes, ben, je continue mes accompagnements auprès d'elles. Ça, c'est parce que je peux pas lâcher ça, en fait. Ça, c'est pas possible. Et du coup, je les accompagne en individuel sur 3 mois. Enfin, en fait, il faut qu'elles me contactent et on voit en fonction de la problématique si ça se justifie ou pas, parce que je suis pas une marchande de tapis. Donc, je propose ce qui me semble adapté à la problématique. Il faut juste qu'on discute et c'est gratuit de discuter. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'appeler, prendre rendez-vous juste pour discuter. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'aurais d'autre comme actualité? C'est déjà pas mal quand même. Et puis ce PSSM, où je veux en plus partager ce que j'ai eu la chance de recevoir dans cette formation. C'est pas mal. C'est génial. Du coup, si on a envie de se faire former par toi pour le brevet de premier secours de santé mentale, Soit me contacter directement ou alors aller sur le site de PSSM France et mon calendrier est déjà en ligne. Je suis référencée, etc. Donc le calendrier 2024 est en ligne. Prochaine session début février. pour rappel, tu es sur Lyon.
si je dis pas de À bêtises. côté de ouais, alors la formation, elle se fait juste à côté de Lyon, à une toute petite demi-heure de Lyon. Mais comme ça, on est à la campagne, il y a pas de bruit, c'est tout mignon. La salle est juste, magnifique, je l'adore et Trop bien, bah, merci beaucoup. Merci pour toutes ces infos. Je mettrai tous les petits liens, qui concernent tout ça dans les notes de l'épisode, bien évidemment. On peut aussi retrouver Carole sur Instagram. Moi, c'est comme ça qu'on je crois que c'est comme ça qu'on s'était, oui, découvertes, hein. clairement, ouais, Qu'on s'était c'était rendu ça. compte qu'on habitait, pas très loin et c'est pour ça qu'on Bah, était ouais. partis sur une crêpe, sur Saint-Étienne. Ouais. Donc On a pour, ouvert avec la crêpe, on termine avec la crêpe. et puis en plus ton nom d'Instagram, il est juste trop bien. Il est juste Ah, c'est trop gentil. cool. Non, mais je trouve trop bien. Hop, c'est 28 jours de la vie d'une femme. Je trouve que c'est un super nom. Ouais, Ça veut tout dire en fait. Donc ouais. vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé, cet épisode avec moi, cette conversation, parce que clairement, moi j'ai bien parlé encore une Ah fois. bah, ouais, c'était bien. Moi, je tiens à te remercier de m'avoir offert cet espace aussi, c'est classe et franchement, j'adore l'exercice. C'est vraiment Avec c'est grand tout doux. plaisir. Tu Mmh. reviens quand tu veux pour Ah, parler avec d'autres plaisir. sujets. Finalement, on a, Ouais. on a titillé des petits sujets. Je me dis, peut-être qu'on aurait pu ouvrir la porte aussi là. C'est toujours trop court de toute façon, les épisodes de podcast. Et maintenant, ça y est, on va pouvoir passer à Ah, la question signature. Est-ce que tu es mmh. prête? Bah, vas-y. Ça me fait peur, puis tout à l'heure, ça monte, la pression, je ne sais pas ce que c'est. Tin, tin, tin. Alors, Carole, quelle est ta liberté? Ah, quelle est ma liberté? Mmh. Quelle est ma liberté? Elle a un support, c'est ma moto. Mais ouais, non, si, bah, c'est ma moto, ma liberté. Mais ça va très, très loin, c'est pas juste être sur la route et cetera, mais c'est un média qui me permet d'affirmer que j'ai ma place sur cette terre et que je peux tout lâcher d'un coup et que c'est pas grave et que je peux faire des choses moi-même, que je m'autorise des choses. Ouais, c'est vraiment ouais, elle est trop belle. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.